Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning On avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu es habillé en jaune, jaune comme la banane jaune. Ouais, on va dire, ouais. Ce matin, on reçoit Monsieur Priva Ngomo. Il a 57 ans, il est mathématicien, informaticien. Il a un diplôme obtenu à l'Académie de Montpellier. Tu le connais? Oui, je connais M. Privat Ngomo, qui est quand même un personnage assez important au niveau de la scène, aussi bien culturelle que politique nationale, dans la mesure où il a été un des premiers à s'investir dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle les bandes dessinées, notamment à Lumondonginko, et l'organisateur d'un festival. Et également, sur le plan politique, on l'a connu ces dernières années comme étant un militant panafricaniste. D'ailleurs, il est le président du mouvement The New Power, qui est un mouvement panafricaniste et qui, évidemment, lutte contre la présence ou l'existence de la France-Afrique. Vous connaissez ce réseau de lobby entre l'Afrique et la France, mais également il est conseiller du président de la transition depuis mars 2024. Il a également été candidat à l'élection présidentielle de 2023, pour ceux qui s'en souviennent, mais il a surtout été connu par son activisme au niveau de ce dont je parlais tout à l'heure en rapport avec l'anticolonialisme ou l'anti-France-Afrique au niveau de notre pays. Il a initié plusieurs actions devant l'ancienne ambassade de France, notamment à partir de 2019, et ça lui a d'ailleurs valu des arrestations et parfois des emprisonnements, si je ne me trompe pas, il corrigera. Mais aussi, il a été... on va dire un des fondateurs d'un mouvement aussi panafricain qui parle de la souveraineté en Afrique ou de la souveraineté de nos États. Donc c'est quelqu'un qui est très connu et qui... Il est aussi acteur de cinéma. Oui, il est également acteur de cinéma. Dans l'ombre de Liberty et les années école. Effectivement. C'est un multifonctionnel. Bien sûr. On le reçoit ce matin, Monsieur Priva Ngomo. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce matin dans notre émission. Vous êtes multitâche et on vous appelle le charismatique. Pourquoi? Écoutez, c'est un surnom affectif que les jeunes ont bien voulu m'affubler et je l'accepte volontiers. Mais si vous me permettez, je voudrais d'abord vous remercier de me donner l'occasion et l'opportunité de m'exprimer sur Urban FM. Je sais que c'est une chaîne de radio et même aussi YouTube qui est très suivie des jeunes. Je vais donc essayer au cours de cette émission d'être pédagogue, c'est-à-dire avoir un discours pédagogique parce qu'il faut enseigner aux jeunes des choses importantes et qu'ils comprennent un peu les enjeux de l'heure. Et vous m'avez présenté, je vous sais gré, à la manière occidentale. J'apprécie, la présentation était assez fidèle. Mais est-ce que vous me permettrez de pouvoir me présenter selon les us et coutumes de la tradition africaine? Car en fait, nous avions des façons de nous présenter avant. Et pourquoi aujourd'hui on ne le fait plus? Rien ne nous interdit de nous présenter comme nous le faisions dans le passé. Parce qu'il faut dire que la présentation occidentale relève de la civilisation de l'avoir, de la possession. J'ai un nom, j'ai un prénom, j'ai un numéro de téléphone, j'ai une adresse... et j'ai une fonction, j'ai des diplômes. Tout cela peut tenir, voyez-vous, dans une simple carte de visite. Oui. Mais nos manières de faire étaient différentes parce que la présentation africaine relève, elle, de la civilisation de l'être. Qui suis-je? Qui sont mes parents? Qui sont mes ancêtres? Quel est mon terroir? Et vous voyez, ces deux présentations ne sont pas contradictoires. Bien au contraire. Elle se complète et elle vous donne une idée relativement exacte de la personne qui s'est à vous présenter. Alors maintenant, je vais me présenter selon les us et coutumes de la tradition. Et quand je le ferai pas dans ma langue, car je subodore quand même que tous les différents auditeurs de Urban FM ne parlent pas le Fan, le Ntoumou ou la Ti. Je vais le faire en français. Et ça donne ceci. Je suis Privat Ngomo, pour ce qui est de registre de l'acte de naissance, mais pour les écans, je suis Meyemo Ngomo, fils de Ngomo V, fils de V Abosolo, fils de Abosolo Obama, Obama Moto,
Moto Ngongo. Ngongo Eyele Obama. Obama Asso. Asso Mesebe. Meseme Eba. Je suis de la tribu Eba, de la Yon Eba. Eba Missem. Je suis aussi un Yemissem. Missem Ze. Zenso. Songoro. Ngoro Oboa. Oboa Mokom. Mokom Bokoko. Bokoko Bomba. Mba Asso. Asso Ntumu. Je suis un Tumu. Je ne suis pas un fan. Je ne suis pas un Okak. Je ne suis pas un Mouvumanden. Je ne suis pas un Petit Benanga. Je ne suis pas un Veigne. Je suis un Tumu. Un Tumu Afiri. Afiri Kara. Je peux m'arrêter là. Et je dirais que pour ce qui est de mon peuple, je vous ai dit, je suis un Eba, je suis un Yemissem, je suis aussi un Oyok. Je suis un Essassom. Je suis un Esseseng. Je suis un Yebimben. Je suis un Ebifil. Je suis un Essanan. Maintenant, pour ce qui est de mon terroir, je suis de Missé-les-Bas, dans le canton sud du département d'Untem, Obitam et la capitale. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Si on s'en tient à la partie paternelle. Maintenant, est-ce que vous voulez que je vous serve la partie maternelle? Ça risque de nous compromettre en termes de temps, mais Voilà. ce qui est sûr, Mais quel est c'est l'impact qu'aujourd'hui, quelle est la valeur de se présenter de ce ainsi? cérémonial? Voilà. Alors, écoutez, vous savez, il y a dans ce monde aujourd'hui plusieurs formes de sources et de ressources. Quelle est la source africaine? Un Africain, lorsqu'il se définit, en réalité, il se définit d'abord par rapport à ses parents, par rapport à sa famille, par rapport à son clan. Il faut le connaître, son clan. Et le clan, vous le trouvez dans la lignée généalogique. Il faut aussi se définir par rapport à sa tribu, c'est-à-dire une agrégation de clans. Il faut connaître sa généalogie pour savoir qui est le père de la tribu. Et il faut se connaître par rapport à son ethnie, par rapport à sa nation. Voyez-vous, si nous perdons l'habitude de nous présenter ainsi, eh bien, nous nous coupons de nos sources ancestrales, nous nous coupons de notre identité culturelle. Et c'est bien grave, parce qu'ensuite nous devenons comme une simple feuille qui se retrouve baladée par le vent de l'histoire. Or, nous avons besoin de racines pour résister donc à la force de la modernité. Et je pense qu'il faut que les jeunes comprennent que c'est dans leur intérêt aujourd'hui de savoir qui ils sont. Et ça passe par un retour vers l'ancestralité. Est-ce que vous transmettez ça à vos enfants? Est-ce qu'ils comprennent l'importance? Les enfants, pour l'instant, répètent cela comme des perroquets, car je leur ai enseigné cette information, mais ils ne comprennent pas encore, parce qu'ils n'ont pas la maturité nécessaire. Je crois que quand ils vont accéder à cet âge mûr, ils comprendront. Vous avez compris ça à quel âge? Moi, je l'ai compris un peu plus tard, parce que malheureusement, mon père a beaucoup fait l'ensemble des provinces. Je tiens à dire que mon père était un militaire, un général d'armée, de gendarmerie, et nous avons fait pratiquement toutes les provinces du Gabon. On n'a pas toujours été dans le milieu et camp. Et donc, il n'a pas eu le temps, souvent, de nous enseigner ces choses qui sont assez profondes. J'ai dû, moi, à partir de 23-24 ans, quand j'ai accédé à l'âge de maturité, m'interroger sur mes origines, et j'ai fait une recherche très poussée, de façon très scientifique, et ça m'a donné ces résultats que je viens donc de vous réciter là. Alors, le travail que vous faites aujourd'hui, c'est peut-être l'éveil, c'est peut-être l'activisme. Comment vous vous situez sur la sphère aussi bien politique et sociale au niveau de notre pays? Alors, il a dit que j'étais un mathématicien, informaticien, c'est vrai. J'ai embrassé donc une carrière scientifique. Et que fait donc un scientifique en politique, vous allez me demander? Ou dans l'activisme, ou dans tout ce qui est la promotion artistique et culturelle? Je vais plutôt m'arrêter sur l'aspect politique, car les autres dimensions sont aussi importantes, mais ça nous prendrait trop de temps. À la base, quand j'étais adolescent, je voulais effectivement faire les études de sciences. C'est ce qui m'importait, car on nous disait que le Gabon a besoin de se développer, et ce sont les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs qui font l'affaire. Donc, j'ai fait mes études à l'IAI, où à l'époque on sélectionnait sur concours, les bacs CDE, et après j'ai fini mes études à l'Académie de Montpellier, où j'ai obtenu un diplôme de 3e cycle en mathématiques informatique, et je suis rentré, espérant servir mon pays. Mais qu'est-ce que j'ai malheureusement constaté? J'ai constaté, après près de 20 ans de carrière, que les hommes politiques de mon pays ne s'intéressent pas à mes références. Ils aimeraient plutôt avoir mon allégeance. Ils ne s'intéressent pas à ma compétence. Ils veulent savoir à quelle obédience j'appartiens. Ils ne s'intéressent pas à ma performance.
Ce qui leur importe, c'est la connivence. Voyez-vous? Donc, autant de mots qui ne permettent pas à notre pays de se développer. J'ai donc décidé, à un moment donné, précisément en 2009, à la mort du président Omar Bongo, de me lancer en politique, en seconde main. J'ai soutenu M. Casimir Oyemba. Malheureusement, il n'est pas allé au bout de son ambition. En 2016, j'ai soutenu M. Jean Ping. Et c'est dans justement la réalité du combat, car avec Jean Ping, j'étais au cœur de la campagne présidentielle, puisque j'étais le président de la commission scrutin, que j'ai commencé à me poser des questions sur le véritable mal de mon pays. Et de manière très mathématique, je me suis dit, il faut aller à la source du mal, à la racine, pour l'extirper. Et comme des jeunes nous écoutent, je vais donner l'image d'une équation du second degré qu'on nous a demandé de résoudre quand on était en classe de seconde. Ax carré plus bx plus c. C'est ça l'équation. Dans la vie de tous les jours, c'est une problématique qui se pose. Et cette problématique, c'est le développement du Gabon. Donc, f de x, c'est le développement du Gabon. Lorsqu'on vous demande d'étudier cette équation, la première opération que vous devez réaliser, c'est de savoir dans quel domaine de définition cette fonction a des solutions. Et si la fonction a un dénominateur, vous devez absolument poser que le dénominateur doit être différent des zéros. Et quand c'est le cas, vous excluez les valeurs qui annulent le dénominateur. C'est ce qu'on nous a appris quand on était à l'école. Qu'est-ce que ça donne à appliquer à la politique? Ça donne que le dénominateur est X moins France-Afrique. Donc, il faut poser que pour développer notre pays, le dénominateur doit être X moins France-Afrique différent de 0, X différent de France-Afrique, et donc le domaine de définition, c'est R, l'ensemble R, moins la valeur France-Afrique. Tant qu'on écarte par la valeur France-Afrique du dénominateur, eh bien, notre fonction est indéterminée et nous ne pouvons avoir aucune solution. Et aujourd'hui, on constate que la question de la France-Afrique est de plein pied dans la réalité de la situation du Gabon. Nous avons un pays qui est excessivement riche. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons l'uranium, nous avons le manganèse, nous avons le tantal, nous avons le lithium, nous avons le cobalt. Avons-nous les compétences pour transformer cela en véritable richesse qui pourrait développer le Gabon? Mais les compétences, ce sont les hommes d'abord. Et depuis maintenant 60 ans, nous formons des cadres au Gabon. Mais ça ne se ressent pas sur la façon dont le pays se gère depuis ces 60 ans-là. Quand on regarde, c'est toujours des compagnies étrangères qui viennent dans notre pays se mettre au service de l'État pour la transformation de nos richesses. Où sont ces compétences? Mais ces compétences sont exclues volontairement. Lorsque vous lisez les accords de coopération, que j'ai eu le plaisir et le devoir de lire quand je me suis lancé dans le combat, est-ce que vous savez qu'il y a des accords politiques? Dans l'article 1, il est dit que le Gabon est membre de la communauté française. Nous sommes en 1960 et la communauté française a été votée par les référendum en 1958. Ouais. Et deuxième article, le président du Gabon reconnaît le président de la France comme étant le président de la communauté française. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que c'est la France qui en réalité administre le Gabon à partir de son préfet qui est le président du Gabon, n'est-ce pas? Maintenant, si la France n'a pas l'intention de voir les Gabonais eux-mêmes exploiter les richesses du Gabon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vous mettre à la tête de notre pays, à la tête des institutions, des hommes de moindre envergure qui feront les 4 volontés de l'Élysée. Et elle-même s'assurera ainsi que les ressources de notre pays, que je suis en train de citer, seront exploitées par les entreprises françaises. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard. Si le pétrole du Gabon, c'est Total, ou bien Elf-Avant. Si le du Gabon, c'est Orano. Si le manganèse, c'est Eramet. Si le bois, c'est Rougier. Vous avez un seul nom gabonais? Les richesses pourtant sont où? En France ou au Gabon? Donc vous comprenez pourquoi est-ce que, malgré les expertises que nous avons, il y a une bête immonde, hideuse, une pieuvre, qui tient à faire en sorte que les Gabonais ne puissent pas accéder à leurs richesses. Monsieur Ngoma, est-ce que votre discours aujourd'hui n'est pas en opposition avec la fonction que vous occupez désormais, c'est de conseiller du président de la transition, qui d'ailleurs vient d'effectuer une visite en France où il a rencontré le président français? Et donc il a organisé un forum économique. Ça veut dire renforcer les liens économiques entre la France et le Gabon, sauf si je me trompe. Non, vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas. Je vais répondre à votre question et sans langue de bois. Lorsqu'on fait la politique,
il y a les convictions qui nous portent. Il y a la vision et l'ambition de réaliser justement cette vision. Et on le fait pour le plus grand nombre. On le fait pour le plus grand nombre. La politique, on le fait pour le plus grand nombre. Aujourd'hui, combien de Gabonais comprennent ces discours? 5%? 10%? Dites-nous, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous l'acteur. Je pourrais vous le dire si nous avions un institut de sondage, un institut de statistique qui livre ces informations sociologiques. Malheureusement, nous n'en avons pas. Et donc, nous n'en tenons généralement à notre ressenti. Mais le jour où nous aurons un institut de sondage statistique digne de ce nom, eh bien, nous saurons exactement combien de Gabonais sont attachés à cette démarche anti-France-africaine, à cette démarche souverainiste. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Mais si je m'en tiens un peu à ma propre expérience, je pourrais m'avancer de manière subjective à dire que 5, 10, 15% des Gabonais sont conscients de cela. La grande masse considère que les problèmes du Gabon, ce ne sont pas des problèmes dus à la France-Afrique, c'est dû à l'incompétence des Gabonais. Donc, on m'appelle aujourd'hui et on me demande de travailler avec le président de la transition. Y a-t-il une contradiction? Au niveau des décideurs, là je parlais des populations, je pense que la masse critique n'est pas encore atteinte. Or, il faut faire la politique pour le plus grand nombre. Il ne faut pas être incompris. Au niveau des décideurs, les sages, vous n'avez pas dit que j'étais un apprenti sage. Je suis un apprenti sage. Avec le côté de tout ce qui s'ensuit. Voilà, je suis un apprenti sage, en apprentissage chez les sages. Et les sages qui m'ont sollicité pour que je batte campagne pour la transition d'ailleurs, qui s'est imposée à la faveur du coup de libération du 30 août 2023, les sages m'ont dit, mon fils, c'est moi en fait, qui les questions, mon fils, on sait que tu es un garçon brave, tu es un garçon courageux, ça, la démonstration a été faite, et tu es un homme de conviction. Mais tu étais dans la rue à l'époque, et tu agissais comme une panthère, car la panthère est puissante. Mais tu sais, la panthère, elle a une espérance de vie de 9 à 10 ans. Elle dépasse rarement 10 ans. Et elle meurt, très tôt, souvent. Et le combat que tu mènes, que tu veux mener, est un combat qui exige que tu sois en vie assez longtemps pour pouvoir justement continuer à travailler dans ce sens. La tortue vit très longtemps, 150 ans, 200 ans. On dit parfois qu'on a trouvé des spécimens de 600 ans. La tortue vit longtemps, mais elle va lentement et elle va sûrement. Elle ne se détourne jamais de son chemin. Et lorsqu'arrive l'orage, la tortue entre dans la carapace et elle se cache. Et quand l'orage passe, la tortue revient et poursuit. Nous te suggérons, nous les sages, d'entrer dans une logique de tortue. C'est-à-dire, sois sage, va lentement, va sûrement. En étant le conseiller du président de la transition, je garde mes convictions. Et quand j'ai à répondre à une situation qui m'est par exemple soumise par le président, je lui fais des suggestions. Une situation, c'est peut-être 3 ou 4 hypothèses d'analyse. Hypothèse A, avantage, inconvénient. Hypothèse B, avantage, inconvénient. Hypothèse C. Et je dis, Monsieur le Président, de mon point de vue, selon l'analyse que je fais, voilà la situation posée, voilà les cas de figure décidés. Ce n'est pas moi qui décide, c'est lui. Ce travail, je peux le faire à côté chef d'État. Et naturellement, s'il me demande quelle est ma préférence, car ce n'est pas mon rôle, mais s'il me demande de sortir de ma position de conseiller et de suggérer une décision, vous vous doutez que les propositions anti-France-africaines, les propositions souverainistes, les propositions néo-panafricanistes seront toujours mes préférences. Voyez-vous? Exemple. Monsieur Ngomo, pensez-vous qu'il faut qu'on développe davantage la relation avec les accords bilatéraux français ou bien pensez-vous qu'il faut voir d'autres sphères de coopération? Je dirais, Monsieur le Président, je vous suggère les BRICS de plus en plus parce que notre monde va vers une réalité multipolaire et désormais les BRICS représentent environ 39% du PIB de la planète avec 3 milliards d'individus. Les BRICS seront désormais le pôle le plus important, le plus puissant de la planète. Donc si on vous comprend bien. Monsieur Ngomo, vous n'êtes pas un peu dirigé par vos aptitudes artistiques et activistes au lieu d'être dans
quelqu'un de plus concret, plus réel par rapport à la situation actuelle des choses. Mais, oui, mais Parce qu'au demeurant, on pourrait croire que votre analyse sur la majorité dormante qui ne prend pas réellement qui se rend pas compte, de ce qui se passe entre la France et le Gabon, on peut croire qu'aujourd'hui, peut-être vous êtes aussi déconnecté. Quand on voit les réalités, beaucoup de jeunes au niveau du Gabon estiment que la France est un problème réel dans la question de la gestion de l'État au Gabon. Et même on se rappelle qu'en 2009, Obama l'avait mis sur le tapis. Est-ce que vous-même aujourd'hui, comme le dit si bien Dafresh, vous n'êtes pas pris dans un tourbillon qui fait que vous êtes obligé de devenir peut-être lisse? Ce que les enfants appellent au quartier la fiction. Vous êtes dans la fiqui peut-être? non, je vous ai dit qu'on n'a pas d'éléments statistiques. Voyez-vous, je suis un scientifique. Si vous me dites que M. Ngomo, aujourd'hui, après l'étude statistique qui a été menée, par exemple sur 3 mois, sur 4 mois, sur l'ensemble du territoire, il apparaît que la population gabonaise jeune de 18 ans à 35 ans a pris conscience que c'est la France-Afrique qui est un véritable mal pour notre pays. Et cette population est estimée à 75%. Je vous dirais effectivement, là, je suis déconnecté, parce que moi, je pensais qu'elle était à 10-15%. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me sortir ces chiffres? Non, vous êtes sur vos ressentis. Bien. Je vais donc prendre l'approche minimale. C'est-à-dire que dans une situation, je prends le cas le pire. Le cas le pire, c'est que nous n'avons pas la majorité. Nous sommes minoritaires. Si nous sommes minoritaires, il faut donc qu'on pousse à être majoritaire. Ça, c'est au niveau du peuple. Maintenant, au niveau des décideurs, quand je suis en face de M. Oligui Nguema, je suis en face de M. Owando Ber, je suis en face de M. le Premier ministre Raymond Dansima. Mais là, quand je prends position par rapport à mes convictions. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Alors, si on vous comprend bien aujourd'hui, donc c'est cette situation de vouloir aller lentement mais sûrement vers vos objectifs qui vous amène à être aujourd'hui aux côtés du président de la transition, c'est ça? Il y a cela, dans un premier temps. Et dans un second temps, il y a aussi un souci de cohérence. Car j'étais candidat à l'élection présidentielle de 2023. C'est la question que j'allais vous poser, la cohérence. Et où vous avez été candidat à l'élection présidentielle, l'élection n'est pas là à son terme, mais vous êtes là, en train d'œuvrer pour le pays, sans en parler. Oui. Un processus démocratique a été interrompu. Si tant est qu'on était vraiment en démocratie, moi j'en doute. Non, j'ai dit Vous le aviez quand même processus. la liberté de ton. C'est un puisque vous processus. vous exprimiez. Je n'ai pas dit qu'on était en démocratie. J'ai dit le processus, là, il est démocratique. Alors, c'est un processus inventé par le principe de la démocratie. L'élection. Soit. Mais alors, discutons. J'étais candidat à l'élection présidentielle 2023. J'avais l'intention de mettre sur la table les idées dont je vous ai fait part. Le souverainisme, la lutte anti-France africaine et le panafricanisme qui ne sont pas, il faut le dire, des idéologies bien connues des Gabonais. Donc c'était l'occasion maintenant d'en parler, au moins d'ouvrir la boîte de Pandore. Et puis les sages, je vais encore ici les saluer, le papa Ribangué et papa Maleko m'ont dit, jeune homme, laisse cette mascarade d'élection dont on connaît déjà les résultats et viens avec nous nous battre pour qu'il y ait une transition. Les sages ne savaient pas comment la transition se ferait. Ils avaient juste une certitude, c'est que notre pays avait besoin d'une transition. Qu'ai-je fait? J'ai récusé ma candidature publiquement et j'ai dit, donnons une chance à la transition. Nous avons battu campagne pour la transition. Et nous n'étions pas beaucoup à croire en cela. Les Gabonais, dans la majorité, sont partis soutenir Endossa. Et à la fin, pour ne pas être un élément bloquant, nous avons donné notre voix à Endossa. Mais que s'est-il passé? Ali Bongo, comme d'habitude, a refait le même scénario. Qu'est-ce qu'Endossa proposait pour ne pas subir le même sort que André Baobam en 2009 ou Jean-Ping Rémicel? Qu'est-ce qu'il a proposé? Il n'a rien proposé. Donc si Oligui Nguema n'avait pas pris position pour une transition, pour annuler les élections, eh bien aujourd'hui, on aurait peut-être bilébisé encore Premier ministre et on aurait eu certainement un massacre plus violent que celui de 2016 et on nous aurait dit que le Gabon n'a pas connu beaucoup de morts. Donc moi, pour avoir battu campagne pour la transition, pour avoir écouté les sages, j'ai estimé qu'il faut maintenant soutenir les militaires qui ont implémenté cette transition. La cohérence est là. La cohérence est là. Simplement, il y a une stratégie qui change. Avant, c'était la stratégie de la panthère, quand on était dans la rue. Maintenant, on est au pouvoir, on adopte la stratégie de la tortue. Car la politique est un monde très tumultueux. Alors, il y a eu l'organisation du dialogue national inclusif. Je ne sais pas si vous y avez pris part. Je ne vous ai pas vu parmi les nommés en tant que commissaire. Quelle est votre appréciation de ce dialogue? Écoutez,
j'avais porté une critique. À l'époque, j'étais apprenti sage. Je n'étais pas le conseiller du président. J'avais trouvé que les termes de référence n'avaient pas été clairement établis. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, de façon tout aussi précise, quels étaient, les objectifs qu'on se fixait, qu'est-ce qu'on voulait atteindre comme objectif, quels étaient, les protocoles mis en place, les procédures mises en place pour y arriver, quelles étaient, les personnes sélectionnées qui allaient travailler et comment ces personnes seraient-elles sélectionnées. Et enfin, quel serait le temps à mettre et quel serait le budget à consacrer. Ces informations n'ont pas été communiquées à l'avance. Madame Minkwe, que je salue et que je respecte, a travaillé, il faut le dire, dans une certaine opacité. Vous rejoignez Geoffroy Fumboula? Je partageais son point de vue et il a fallu qu'il y ait la production de ce décret qui donc portait création du dialogue national inclusif pour que nous découvrions comment les choses allaient se faire. Il eût été préférable que Mme Minkwe associa au départ toutes les forces vives de la nation qui auraient apporté leur contribution pour que le dialogue se passe peut-être de manière beaucoup plus inclusive et beaucoup plus transparente. C'était la position que nous défendions. Et ensuite, nous avions dit au président que pour pouvoir rattraper le coup, il fallait qu'on décale de quelques semaines le dialogue afin de mettre en place un comité préparatoire qui allait remettre les choses d'équerre. Le président a refusé. Il a dit, nous allons traiter toutes ces questions au dialogue. Le dialogue est arrivé. Pour ma part, toutes les craintes que j'avais vues se sont estompées puisque des personnes ont été sélectionnées, les personnes sont arrivées. Il y a eu une représentation relativement importante du peuple gabonais en ces différents segments. Il y avait le segment de la société civile, il y avait le segment politique, c'est vrai qu'il n'était pas très représenté. Ils estimaient que 104, c'était pas assez, mais il y avait quand même le segment des traditionnels, le segment des confessions religieuses. Donc, le Gabon, dans ses différentes diversités, a été représenté. Et la qualité de la réflexion était, de mon point de vue, assez bonne. Bien, on ne va pas être trop perfectionniste, mais les recommandations, les conclusions qui ont été données sont de bonne facture. Maintenant, je partage l'esprit de certaines recommandations, de certaines résolutions. Mais j'avoue quand même que je suis quelque peu réservé quant à la réalité de certaines. Par exemple, je suis pour que le code de nationalité définisse clairement qui est Gabonais. Et un Gabonais, il est de père ou de mère Gabonais, selon moi. De père et de mère Gabonais me dérange quelque peu. Donc il faut peut-être qu'on discute davantage pour ne pas qu'il y ait des fractions. Donc vous vous alignez sur le même argumentaire que Billy Bizet? Je partage sur ce point la position de M. Billy Bizet, mais il y a d'autres points sur lesquels nous sommes en désaccord. Comme lesquels, par exemple? Il parle récemment des militaires dans la place et dans les casernes. Il a dit, non? Ça, c'est une interview sur une chaîne internationale. C'est sa position. Ça ne relève pas du dialogue. Oui, mais qui organise le dialogue? N'est-ce pas les militaires? Selon Billy Bizet, les militaires n'auraient pas dû organiser le dialogue. Mais Billy Bizet a organisé plusieurs dialogues. Est-ce qu'il peut nous faire le bilan des dialogues qui ont été organisés par des civils? Je reviens sur la position de Billy Bizet. Il y a des points sur lesquels nous sommes en accord. Et je suis assez honnête et intelligent pour reconnaître que là, Billy Bizet a raison, je partage. Mais il y a des points sur lesquels nous sommes en désaccord. Et quand je lui ai lancé le défi... C'est par rapport à ces par points rapport ou à c'est ces par points de rapport à désaccord? sa personne? Non, c'est d'abord les points de désaccord. C'est d'abord les points intellectuels. Je disais qu'il nous faut dans ce pays, et là j'ouvre une parenthèse, il nous faut dans ce pays aller vers la culture du débat intellectuel et politique républicain et démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes trop habitués à voir les hommes politiques qui s'empoignent, qui se battent, qui s'invectivent, et où les égos démesurés se frappent et se blessent. Ce n'est pas de ça dont les populations ont besoin. Les populations veulent qu'on les instruise, qu'on les édifie, qu'on leur donne l'information pour qu'elles puissent savoir exactement quelle est la situation, pour qu'elles puissent élever leur niveau de conscience politique et nationale. Lorsque nous parlons du débat, nous parlons des idées sur lesquelles nous pouvons être en accord. Et si nous sommes tous en accord, nous avançons. Si nous sommes en désaccord, il faut trancher. Et là, c'est le peuple qui tranche dans le cadre d'une élection. J'étais en train de dire que lorsque M. Billy Bizet, que je salue, dit que les militaires doivent rester dans leur caserne. Est-ce que ce n'est pas un fait réel en démocratie?
La place du militaire, c'est de garantir la sécurité en étant dans les casernes. Lorsque les civils n'ont pas démérité. Lorsque les civils n'ont pas démérité, alors les militaires restent dans leur caserne. Quand les civils n'ont pas été à la hauteur, les militaires sont obligés de rentrer en jeu. Et vous remarquerez que si on s'en tient à la phrase de M. Billy-Bizet, alors De Gaulle n'avait pas sa place à l'Élysée. C'était un militaire. Churchill n'avait pas sa place dans Downing Street. Agabel Nasser n'avait pas sa place à la tête de l'Égypte. Thomas Sankara n'avait pas sa place à la tête du Burkina Faso. Et la liste est longue. Des militaires qui, à un moment donné, ont pris leur pays et l'ont construit. Je rappelle qu'aujourd'hui, le Ghana de Kwame Nkrumah vit sous la construction politique d'un militaire qui s'appelait Jerry Rawlings. Si ces militaires étaient restés dans leur caserne, a-t-on l'assurance et la garantie que les civils allaient Mais il être pointe à quand hauteur? même quelques dérives qu'on constate aujourd'hui avec la volonté manifeste qui se fait de plus en plus ressentir sur le fait que les militaires pourraient... Il a sa crainte de ce qu'il dit, c'est qu'il pourrait y avoir une éternisation au pouvoir de la part des militaires quand on voit toute la propagande qui est désormais mise en branle. C'est une crainte qui est légitime, que je partage. Mais est-ce que la France aujourd'hui a un militaire à sa tête? De Gaulle est parti. Est-ce que le Ghana a un militaire à sa tête? Rawlings est parti. Est-ce que, la Grande-Bretagne, de Winston Churchill, a à sa tête... Est-ce que nous avons la même maturité politique au Gabon qu'en France ou dans les pays que vous venez de citer? Mais je prétends que oui. Je prétends, monsieur, que oui, nous avons la maturité politique. Qu'est-ce que la maturité politique? Mais c'est la capacité de prendre des décisions pour soi et de les assumer. C'est ça la maturité. Vous êtes un homme mature quand vous décidez de vous marier. Vous avez un salaire, vous avez une profession, vous prenez une femme, vous avez des enfants, vous donnez des noms à vos enfants et vous assumez. C'est ça être un homme dans le foyer. C'est ça aussi être une république qui s'assume. Mais si les gens tiennent absolument à nous tenir en laisse pour exploiter nos ressources, elles vont mettre ces personnes à la tête du Gabon, justement, des hommes politiques de moindre envergure, qui donnent l'impression qu'on n'est pas mature, alors qu'on l'est parfaitement. Voyez-vous, nous sommes parfaitement matures et nous pouvons le faire. Mais si les civils ont échoué et si les militaires se sont autosaisis, vous voulez leur faire le reproche? Je tiens à vous dire que si Oligui Nguema avait joué le rôle que les civils politiques voulaient qu'il joue, c'est-à-dire la Young Team, qu'est-ce qui se serait passé, monsieur? Eh bien, à 4 h du matin, on annonçait qu'Ali Bongo était vainqueur et qu'Ondos avait perdu. On aurait donc là inversé les chiffres, comme on le fait depuis 1993. On aurait ensuite maté les Gabonais qui seraient sortis dans la rue. Les blindés de la GR auraient maté. Le sang aurait coulé, comme en 2016. Et les leaders politiques, comme nous, on aurait été raflés. Je tiens à vous dire qu'il y avait une liste de personnes qui devaient être exécutées, d'autres qui devaient être emprisonnées et d'autres qui devaient être mis en résidence surveillée. Mon nom faisait partie des personnes qui devaient être abattues. Vous entendez? Mon nom faisait partie des personnes qui devaient être abattues. La Young Team avait l'intention de se débarrasser de ceux qui auraient été dangereux pour asseoir leur système. Comment voulez-vous que je ne sois pas reconnaissant vis-à-vis des militaires qui ont décidé de sortir de leur caserne pour éviter, justement, un massacre au peuple gabonais? Billy-Bizet, lui, si Oligui Nguema avait accepté de jouer le rôle de la Young Team, eh bien, il serait aujourd'hui Premier ministre. Il aurait conservé son poste et il ne tiendrait pas le discours qu'il tient aujourd'hui. Vous pensez qu'il a une position égoïste, peut-être? Mon oncle... Est-ce que l'on ne se retrouve pas dans un débat des personnes? Mon oncle, le député et ancien ministre Bonjean Ndo, que vous connaissez, disait que souvent en politique, les hommes adoptent les postures circonstancielles. Je prétends que M. Billy-Bizet adopte une posture circonstancielle. Il ne tiendrait pas ce discours s'il avait été aux affaires. Il ne tiendrait pas ce discours si Oligui Nguema avait maté le peuple gabonais. Il aurait tenu un autre discours. Et s'il y a eu des massacres, comme en 2016, il aurait dit qu'il n'y a pas eu de mort. Donc, ce n'est pas un débat de personne. Mais en politique, il faut qu'il y ait effectivement le propos qui soit crédible. Il faut aussi que la personne qui exprime le propos soit crédible. Mais il interpelle quand même aussi les gouvernants. Quand on voit, par exemple, cette question du massacre de 2016, il appelle à la mise en place d'une commission vérité, réconciliation, réparation et invite la présidente du Sénat, par exemple, qui est membre de l'opposition ou qui a un parti politique qui a souvent mis en branle cette question-là, de diligenter une enquête parlementaire, ou encore le ministre de la Justice, qui lui aussi est issu de l'Union nationale.
Est-ce que vous ne trouvez pas que derrière ça, il y a aussi la volonté de faire la lumière sur les différentes situations qui sont mises en exergue à chaque fois que les anciens opposants ou les opposants parlent des anciens du système déchu? Mais soyez certains que je partage l'avis de M. Bilébizé sur la commission Vérité, Justice et Réconciliation, puisque même les sages l'ont exigé, avant même qu'on ne tienne le dialogue national inclusif. Donc, de ce point de vue, voyez-vous, M. Bilébizé et moi, nous sommes en phase. Mais pour ce qui est du massacre de 2016, alors moi, je viendrai témoigner dans le cadre de cette commission. Je viendrai témoigner en victime, parce que j'étais dans le QG de M. Jean-Ping, au 4e étage, quand il a été canardé. J'ai vu les morts. J'ai vu les sympathisants. Est-ce que vous faites du lobbying pour ça auprès du président de la transition? Alors, je termine d'abord sur la question. Moi, j'étais au QG de Jean-Ping, j'aurais pu être une victime, j'aurais pu être tué. Où était M. Bilébizé à cette époque? Il était, je crois, membre du gouvernement, peut-être même porte-parole, et il est venu expliquer sur les chaînes de télévision qu'il n'y avait pas eu de mort. C'est la position que M. Bilébizé a défendue publiquement. Lorsqu'on mettra en place cette commission Vérité et Réconciliation, est-ce qu'il tiendra le même discours? Où était-il quand Ali Bongo a décidé de canarder le QG de Jean-Ping? Où était-il, membre du gouvernement? A-t-il participé à la décision? Lui, le porte-parole, qui est venu défendre après cette réalité sur les différentes chaînes de télévision. Donc c'est bien de demander une commission Vérité, Justice et Réconciliation. Je suis bien aise pour ce qui me concerne, puisque j'ai failli être une victime collatérale. Mais lui, il était où? Donc aujourd'hui, il adopte une posture. Mais je serais curieux de savoir, quand cette affaire sera sur la table, qu'est-ce qu'il vient dire au peuple gabonais, car on a encore en mémoire ces différentes vidéos. Il faut qu'il vienne nous expliquer. Voilà pourquoi je demande humblement, je lance un appel. Oui, on a vu ça sur les réseaux On a vu sur les réseaux Oui, sociaux. quand il vous faut, demandez le peuple un- gabonais a besoin d'avoir ce débat contradictoire. Voyez-vous, c'est dommage que lui, il vienne ici, il s'exprime, vous lui posez des Vous y questions. êtes aujourd'hui. Et que moi, je vienne après, vous me posez des questions. Il serait bien qu'on organise un débat intellectuel, politique, républicain, où M. Bilébizé, d'accord, pourra donc croiser le fer intellectuel, politique avec M. Privat Ngomo. Car lui, il a soutenu le régime d'Ali Bongo, comme moi, je l'ai combattu. Lui, il a occupé des fonctions importantes, député, ministre, premier ministre, quand moi, je n'ai jamais occupé de fonction, j'étais dans l'opposition. Lui, il est réputé France-Africain. On voit ses dernières sorties en France, quand moi, je suis anti-France-Africain. On dit la même chose du président de la transition, que vous servez aujourd'hui. On dit la même chose du président de la transition. Oui. Est-ce que le président de la transition a dit qu'il était France-Africain? Ben, qu'il allait quand même faire un voyage en France. Mais là, il parle du Gabon. Il parle du Gabon. Moi, Jusque-là, on n'a pas les retours de ce qui a été décidé concrètement dans son entrevue avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on nous dit qu'il n'y a pas encore... on n'a pas eu d'autres compromissions qui ne sont pas nécessairement avantageuses pour le Gabon. je partage cette inquiétude, je partage cette préoccupation. Maintenant, il serait intéressant que le service de communication de la présidence de la République puisse un jour nous présenter exactement ce qui s'est passé à Paris. Le forum Invest Gabon, c'est que ça a donné. Oui, je suis d'accord, mais en l'absence de ces informations, vous me permettez quand même pour l'instant de garder quand même une certaine réserve, voyez-vous. Mais je n'ai pas de réserve quant à ce qui concerne le débat que nous souhaitons avoir, fraternel, contradictoire et républicain avec M. Alain-Claude Bilébizé. S'il n'accède pas à votre requête, Alors, quelle sera la suite? il y a plusieurs raisons intellectuelles qui ont été annoncées par ces sbires, ceux qui viennent sur les réseaux sociaux, pour défendre sa position. Ils disent que M. Bilébizé a été un ancien ministre, c'est un ancien député, c'est un ancien Premier ministre. Il ne va pas débattre avec M. Ngomo Priva, qui n'est qu'un simple conseiller du président. N'est-ce pas? C'est un argument qui joue sur les titres. C'est un argument qui joue sur les titres. Ça compte en politique. En politique, ça compte, mais pour la population, pour le débat républicain, le titre ne compte pas. Ce n'est pas un titre qui vient s'exprimer dans un débat. C'est la personne qui a porté le titre. Vous le portez aujourd'hui, mais vous pouvez ne pas le porter. Mais vos idées restent les mêmes. Nous voulons discuter sur les idées. Nous voulons voir l'architecture. Nous voulons voir la charpente. Nous voulons voir l'ossature des idées de M. Bilébizé. S'il peut accepter de les confronter face à un contradicteur retors face à lui. Et donc, ces idées, lorsqu'elles seront débattues, permettront donc à la population gabonaise de se faire une idée justement, de la vérité. Et nous voulons qu'il y ait ce débat. Maintenant, s'il refuse, quel est le problème? Mais c'est qu'il aura raté une occasion de se rendre utile. Car, à chaque fois, ne faire que des entretiens qui sont relativement faciles parfois, ou alors des tribus libres qui n'amènent aucune contradiction, c'est bien. Mais le débat contradictoire est mieux. Car là, on peut apprécier la consistance, la pertinence d'une idée qui est poussée dans ses retranchements.
S'il refuse de le faire, c'est qu'en réalité, il ne veut pas informer, il ne veut pas édifier le peuple gabonais. Et cela est bien regrettable pour quelqu'un qui prétend être un républicain et qui va accéder à la vérité. Monsieur Ngomo, dernière question, d'abord je me fais déjà le signal pour clôturer notre entretien. 10 mois après l'arrivée des militaires au pouvoir, quelle est votre analyse de la trajectoire depuis le 30 août 2023? Alors, sur le plan sociétal, nous avons évité un bain de sang. Je peux vous garantir que les familles gabonaises, au lendemain du 30 août 2023, sont plus apaisées que celles du 31 août 2016, n'est-ce pas? C'est déjà un plus. On n'a connu aucun décès, aucune personne tuée par les militaires ou bien les membres de la garde républicaine. Sur le plan politique, on a vu quand même qu'il y a une résurgence de nouvelles figures qui jusqu'à présent étaient dans l'ombre. Les figures comme les nôtres, nous arrivons aux affaires maintenant. Et nous pouvons proposer des idées et faire des suggestions. Et nous ne sommes pas les seules figures. Il y a la figure de Mme Laurence Dong, de Maïs Missi, de toutes ces personnes. Vous ne citez que les activistes. Je cite les activistes parce que ce sont eux qui étaient hors du champ politique. Et on voit donc que le président de la transition donne une chance à d'autres façons de voir, à d'autres façons de gouverner, à d'autres façons d'imaginer. Et sur le plan de la population, il y a eu quand même des décisions qui ont été prises. La gratuité, par exemple, pour ce qui est de la rentrée scolaire. On voit les travaux qui sont faits pour aménager quand même nos voiries. Le président qui a fait des efforts pour aller expliquer sur le plan diplomatique que le Gabon devait ne plus être soumis aux sanctions. En 10 mois, beaucoup de choses quand même ont été faites, mais on ne peut pas juger une transition de 10 mois comme on juge un mandat de 14 ans. Donc, il faut aussi avoir un peu de patience, il faut moins juger de façon hâtive. C'est, de mon point de vue, déjà un très bon début. Et nous espérons que le référendum et puis ensuite l'élection présidentielle se passeront dans les meilleures conditions. En tout cas, nous allons soutenir la transition pour qu'elle réussisse. Merci. Merci. Je rappelle qu'on recevait M. Priva Ngomo ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le cadre de la rubrique Urban Mosley. L'horoscope des auditeurs, on se retrouve demain à 7h. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.